Trois-Rivières et Shawinigan. Hyundai, une ère nouvelle. Ce soir au téléjournal, fusion des banques, Paul Martin dit non. Ces fusions amèneraient un niveau inacceptable d'une concentration du pouvoir économique entre les mains d'un nombre moins élevé de très grandes banques. Loin de Washington, Bill Clinton veut la paix à Gaza. Et les membres du Comité international olympique sont-ils à vendre? On laissait peut-être sous-entendre subtilement qu'une aide sous une forme ou sous une autre pourrait peut-être aider certains pays, certains organismes. Le téléjournal avec Stéphane Bureau. Bonsoir. C'était dans tous les sens du mot une question d'intérêt. Paul Martin a choisi celui des consommateurs plutôt que celui des banques. Le ministre des Finances a dit non à la création de 2 mégabanques par la fusion d'une part de la CIBC et de la Toronto Dominion et d'autre part par la fusion de la Royale et de la Banque de Montréal. Ce qui ne veut pas dire cependant que les services financiers au pays ne vont pas être bouleversés au cours des prochaines années. Nous avons 2 reportages. Que les fusions bancaires ne sont pas autorisées parce qu'elles ne sont pas au mieux des intérêts des Canadiens et des Canadiennes. Le ministre des Finances vient avoir mis au centre de sa réflexion cette notion d'intérêt des consommateurs, des intérêts qui n'auraient pas été bien servis, au contraire même, s'il avait autorisé les 4 grandes banques à se regrouper pour n'en former que 2. Ces fusions amèneraient un niveau inacceptable d'une concentration du pouvoir économique entre les mains d'un nombre moins élevé de très grandes banques. Et qui dit concentration, dit moins de concurrence, moins de points de service, moins de possibilités de négocier l'obtention d'un prêt. Bref, pas d'avantages particuliers pour les clients des banques et des risques de perte d'emploi s'il y a rationalisation. Si la prudence a prévalu, c'est surtout en raison du rapport du Bureau de la concurrence. Sa conclusion, le secteur bancaire est en pleine mutation et pour l'instant, des fusions de banques ne sont pas justifiées. En effet, le Canada s'apprête à s'ouvrir à l'établissement de succursales de banques étrangères. Des sociétés émettrices de cartes de crédit, sans comptoir ou succursales, courtisent les consommateurs. Les services bancaires sur Internet sont en pleine expansion. Avec cette évolution, le rejet des fusions bancaires pourrait être de courte durée. À ce moment-là, on a une situation assez diverse à ce qui existe maintenant et notre conclusion pourrait être complètement différente. Reste que le statu quo n'est pas une option pour le ministre des Finances qui s'apprête à établir de nouvelles règles de fonctionnement pour les services bancaires canadiens. Elles pourraient être connues d'ici 1 an. Et si les banques veulent proposer à nouveau des projets de fusion, elles pourront le faire, mais à la lumière des circonstances du moment et en démontrant que ces projets sont d'abord dans l'intérêt des Canadiens. José Thibault, Radio-Canada, Ottawa. C'était il y a 11 mois. Large sourire optimiste, chaleureuse poignée de main, les présidents des banques de Montréal et Royal annonçaient leur projet de fusion. 3 mois plus tard, en avril, c'est au tour des banques CIBC et Toronto Dominion d'échanger des vœux. Aujourd'hui, les 4 présidents sont restés volontairement emmurés dans leur tour du centre-ville de Toronto. La défaite est amère. Ils ont émis de brefs communiqués. La CIBC déclare « Nous estimons que cette fusion était déterminante afin que l'industrie canadienne des services financiers demeure compétitive. » Plus cinglante, les banques de Montréal et Royal affirment que l'histoire dira si M. Martin a pris la bonne décision pour le Canada. Les opposants sont ravis de la décision de Paul Martin. Mais il a rendu une décision qui est très ferme, qui est très claire, et non merci. Alors, en ce sens-là, c'est une agréable surprise. Oui, c'est un beau cadeau de Noël. C'est déjà difficile de se financer quand vous êtes une petite entreprise. S'il y avait eu moins de banques au Canada, ça aurait été encore plus difficile. Le mouvement Desjardins était en faveur de grands changements, y compris les fusions. Je trouve que c'est une décision prudente, une décision sage, parce que établissons d'abord les règles du jeu, puis ensuite, on verra quelle sorte d'institution ça nous prend. Dès le départ, les banques ont souffert d'un handicap de taille. Difficile de convaincre les consommateurs que les fusions sont nécessaires, alors que les banques font des profits records. Maintenant que les fusions sont rejetées, les banques pourraient se tourner vers un plan B, fermer davantage de succursales pour réduire leurs coûts. Maxence Bilodeau, Radio-Canada, Toronto. Alors, une question se pose ce soir. Les banques ont-elles mal joué leurs cartes dans ce dossier? Bernard Drainville s'est penché là-dessus. Nous en reparlera au point. Bernard?
Tout s'est joué sur une question de confiance, Stéphane. Le public canadien, les gens qui nous écoutent, ont refusé de donner leur appui aux banquiers et c'est ce qui a coulé le projet de fusion. On va s'apercevoir pourtant que les banquiers avaient au moins une bonne raison de fusionner. Les banques américaines, elles sont grosses, elles sont très menaçantes et on va faire un peu leur portrait dans le reportage au point un peu plus tard. Merci Bernard, à plus tard. À tout à l'heure. À l'étranger maintenant, Bill Clinton a posé un geste symbolique important aujourd'hui en posant son hélicoptère à l'aéroport de Gaza. Une visite qui a pour but de redonner une dose d'énergie aux accords de paix entre Israéliens et Palestiniens. Mais si le président américain parle de paix au Proche-Orient, ses adversaires républicains ne semblent pas disposés à en faire autant à Washington. Don Murray. Pour les Palestiniens, c'était un moment historique. L'atterrissage du président américain à leur nouvel aéroport à Gaza était une forme de reconnaissance officielle. Ils en ont profité pour marquer des points dans la guerre de relations publiques avec Israël. Les drapeaux américains à la main, ces jeunes palestiniennes ont scandé leur désir de paix. D'autres jeunes portaient des pancartes qui parlaient de leur rêve d'un État palestinien. En pleurant, 4 jeunes filles ont plaidé auprès de Clinton qu'il intervienne pour faire libérer leurs pères détenus dans des prisons israéliennes. Ils sont accusés d'avoir commis des attentats contre Israël. Israël refuse de les libérer, de même que des centaines d'autres, parce que, selon le gouvernement, leurs mains sont tachées de sang. Au-delà du symbolisme très évident de cette visite, le président américain avait un devoir diplomatique très difficile, de tenter en moins d'une journée de venir à la rescousse d'un processus de paix qui semblait sur le point de s'effondrer. Mais d'abord, et semble-t-il partout où va Clinton, il y a la crise touchant son éventuelle destitution. Je crois qu'une longue procédure de destitution serait nuisible au peuple américain, a-t-il dit aujourd'hui. Et elle a renouvelé son offre de chercher un compromis avec le Congrès américain. Devant le Conseil national palestinien, on a vu un autre Clinton, le médiateur international confiant, qui a déclaré que les Palestiniens avaient maintenant le droit de déterminer leur propre destin, mais qui a demandé davantage de gestes de compréhension entre eux et les Israéliens. En réponse, et à la demande de leur chef Yasser Arafat, le Conseil a voté à main levée d'annuler toutes les clauses de sa charte qui parlent de la destruction d'Israël. Le gouvernement israélien a approuvé en qualifiant ce geste d'important. Demain matin, Bill Clinton va convoquer un nouveau sommet israélo-palestinien. Le processus de paix vit encore. Don Murray, Radio-Canada, Gaza. Plus tard au téléjournal. La population a dit non. À Porto Rico, des résultats référendaires qui font penser au Québec. Les électeurs de Masson ont élu aujourd'hui leur député provincial. Les élections ont été retardées 2 semaines dans cette circonscription. À la suite du décès du député Yves Blais pendant la campagne électorale, on vient d'obtenir les résultats finaux. Alors, le candidat péquiste, Gilles Labbé, obtient 17 547 000 voix. Et l'adéquiste Éric Parent est deuxième avec 4 895 000 voix. Mais il est suivi de près par le libéral Marc-André Plante. On retrouve Alain Picard qui est dans Masson. Bonsoir à vous, Alain. Bonsoir, Stéphane. Donc, dans les circonstances, la surprise, c'est pas l'écrasante victoire du Parti québécois, mais peut-être la très bonne performance de l'ADQ. Oui, parce que, évidemment, on n'a pas toutes ces données avec nous, mais je crois que c'est le deuxième ou le premier comté où l'ADQ s'est présenté à remporter, en fait, a réussi à obtenir la deuxième position, Stéphane. Alors donc, la surprise ce soir, c'est cette prestation de la part de l'ADQ, le PLQ qui glisse en troisième, et évidemment, là où je suis présentement, les partisans du Parti québécois sont fort heureux. Rappelons, Stéphane, qu'en 1994, l'ADQ n'avait récolté que 13 % du vote, et le PLQ avait récolté 21 %. Cette fois-ci, l'ADQ a remporté 18 % et le PLQ 16 %. Donc, nous allons entendre là-dessus celui qui a gagné l'élection ce soir, Gilles Labbé, qui nous fait part, qui veut remercier devant ses partisans celui qui lui a été le plus utile durant cette élection partielle. On l'écoute. C'est celui qui, pendant toutes les 2 semaines, m'a guidé, m'a vraiment guidé, je le sentais à tous les jours.
c'est même s'il n'a pas mouillé, puis s'il n'a pas neigé, s'il y a eu une température excellente aujourd'hui, c'est grâce à lui, parce qu'il s'en occupait, je le sentais, et je pense qu'on peut lui donner une magnifique main d'applaudissement. C'est notre député, M. Yves Blais, qui était avec nous autres pendant toute la campagne. Donc, au final, une très, très bonne performance pour le PQ ce soir. Une bonne performance pour le PQ, mais qui ne lui permettra pas, malgré la participation des électeurs, ici à plus de 60 %, de rattraper le Parti libéral dans les suffrages universels exprimés lors de ces dernières élections. Merci beaucoup, Alain. Il n'y a pas de quoi, Stéphane. Et le premier ministre Bouchard va présenter demain son nouveau cabinet. M. Bouchard a attendu la fin des dépouillements judiciaires avant de choisir ses ministres. Il reste encore quelques boîtes à examiner dans Charlesbourg, mais tout indique que Jean Rochon gardera son siège de député. Michel Cormier est à Québec. J'imagine que ça a brassé dans les corridors du bureau du premier ministre ce qu'on appelle, Michel, le bunker. M. Bouchard a rencontré les derniers de ses ministres aujourd'hui, ceux qu'il n'avait pas vus en fin de semaine. Alors, il y a des gens qui sont entrés en limousine ce matin au bureau de M. Bouchard qui, demain, n'auront plus cette fameuse limousine, Stéphane. Alors, à l'heure où on se parle, les jeux sont probablement faits. Qu'est-ce que vous intuitionnez fortement sur la composition de ce cabinet demain? Bien, sous toute réserve, la grande inconnue, c'est est-ce que Jean Rochon sera toujours ministre de la Santé? Il a exprimé le souhait de l'être. Est-ce qu'il pourrait être remplacé par Pauline Marois de l'Éducation? C'est un peu la question qu'on se posait au dernier remaniement. Ce qu'on sait, Stéphane, c'est que la grande démotion de demain, ce sera Sylvain Simard aux relations internationales. C'est tout un coup pour M. Simard parce que ça arrive à la veille de la visite du premier ministre français Lionel Jospin. M. Simard, vraisemblablement, serait remplacé par Louise Baudouin, la ministre de la Culture, qui a été déléguée du Québec en France et qui connaît bien le secteur de l'autoroute de l'information, un des grands secteurs où le Québec veut tisser des liens avec la France. On veut, c'est assez manifeste aussi, je pense, rajeunir le cabinet. Tout à fait. On pense à Diane Lemieux, par exemple, de Bourget, une des jeunes recrues, des femmes que M. Bouchard voudrait sûrement voir au cabinet. Agnès Maltais, ici, de Québec aussi, à qui on pourrait promettre un poste de certains ministres juniors pour voir s'il n'y aurait pas lieu là, de raffermir ce cabinet. Merci beaucoup, Michel Cormier à Québec. Au revoir. Bonsoir. Plus tard au téléjournal, plus de débat sur le sexe des anges au Québec, plutôt la couleur de la margarine. Bug de l'an 2000, les géants québécois sont-ils prêts? Il y en a qui croient encore que pour placer du gros argent, ça prend une grosse banque. Eh bien, quand on sait que les fonds de placement des jardins performent sur les grands marchés mondiaux avec des rendements qui n'ont rien à envier à aucune institution financière, eh bien, sincèrement, il y a de quoi investir à fond la caisse. J'ai vu dans la nuit passer un traîneau et j'ai vu aussi ton grand ami Père Noël arrive ce soir. Eh bien, tu devras dormir sans te faire aucun souci. Même si tu n'en as pas envie, tu devras rester au lit. Oh, j'ai vu dans la nuit. Achetez-le dès maintenant et vous pourrez vous choisir un cadeau gratuit, comme un Walkman Sport de Sony. Voici le nouveau Gladware, un contenant en plastique vraiment différent. Il va du congélateur au micro-ondes et au lave-vaisselle, puis tout recommence. Super Gladware! Et avec son prix très abordable, pas besoin de vous inquiéter, même si on vous ne le rapporte pas. Super Gladware! Gladware, les nouveaux contenants étanches d'usage agréable qu'on utilise encore et encore. Vous les perdez? Peu importe, ils sont d'un prix très abordable. Super Gladware! Dès maintenant, au rayon Glad. Jusqu'où faut-il aller pour créer une voiture qui vous ressemble? Jusqu'à imaginer un porte-gobelet spécialement conçu pour les enfants? Jusqu'à offrir le climatiseur et la transmission automatique? Ou jusqu'à rouler 160 000 km avant une première mise au point? Jusqu'où faut-il aller pour construire une voiture qui dépasse toutes vos attentes? Une voiture à toute épreuve faite pour durer? Il faut aller plus loin, toujours plus loin. La Malibu de Chevrolet. Connue pour en prendre, reconnue pour en donner. La guerre de la margarine est repartie au Québec. La multinationale Unilever se retrouve en effet devant les tribunaux pour forcer le gouvernement québécois à lever son interdit sur la margarine jaune. La compagnie en fait une question de droits et de liberté, les producteurs laitiers une question d'emploi. Sophie Langlois.
Unilever, qui fabrique les margarines Becel, Monarch et Fleischmann's, a un chiffre d'affaires planétaire de 50 milliards. La multinationale soutient que cela lui coûte 100 000 $ par mois pour produire et entreposer une margarine blanche pour le Québec, seule province qui interdit la margarine jaune. Un interdit qui violerait, selon Unilever, la Constitution canadienne, la Charte des droits et libertés et 11 lois, décrets et traités de libre-échange. C'est ce qu'on appelle un empêchement au commerce. Et ça, c'est, d'après nous, c'est contraire à ces diverses sentences. C'est pas un obstacle technique au commerce. Les producteurs laitiers et le gouvernement du Québec se sont alliés pour combattre la margarine jaune, qui menace, selon eux, 3 à 4 000 emplois au Québec. On a réalisé en Ontario, dès que la réglementation a été suspendue, la consommation de beurre a chuté de façon importante. La consommation de margarine a augmenté de façon très importante aussi. Le principal argument des producteurs de lait, la margarine jaune, augmente la confusion du consommateur qui ne sait plus trop s'il achète du beurre ou de la margarine. Faux, réplique Unilever, c'est l'emballage, l'étiquette qui différencie les produits. La seule façon pour vous de démêler les deux, c'est ce qu'il y a écrit sur le paquet. Vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir et d'écouter pour savoir ce que c'est. Autrement, on a atteint un niveau d'analphabétisme au Québec qui m'inquiète. Le gouvernement devra expliquer à la Cour comment il peut aujourd'hui défendre un règlement qu'il était pourtant prêt à abolir il y a 1 an. Québec affirmait alors, et je cite, « Les questions de prix et de santé influencent davantage les consommateurs que la couleur de la margarine. » Mais les producteurs de lait avaient fait reculer le gouvernement. Sophie Langlois, Radio-Canada, Montréal. De nouvelles mesures sanitaires sont prises au pavillon Notre-Dame du CHUM, une bactérie, l'entérocoque, résistante aux antibiotiques les plus puissants, a été dépistée dans un autre service. Les 24 patients en orthopédie ont passé un test de dépistage après l'admission d'une personne porteuse de la bactérie. Mais les porteurs ne deviennent pas nécessairement des cas d'infection. L'urgence avait dû fermer pendant 4 jours à cause de cette bactérie qui peut être mortelle pour ceux qui ont un système immunitaire affaibli, comme les cancéreux ou les greffés. À Laval, les taxes vont augmenter en moyenne de 58 $ par propriété l'année prochaine. En déposant son budget, le maire, Gilles Vaillancourt, voulait aussi préparer le terrain aux négociations sur la fiscalité municipale promise par le gouvernement Bouchard. Le maire de Laval affirme que les transferts imposés par Québec représentent maintenant 11 % des dépenses de la ville, soit 49 millions sur un budget de 435 millions de dollars. Les patrons du vêtement pour hommes ont imposé une fermeture éclair à 4 000 de leurs travailleurs confrontés à un lock-out ce matin. 70 % des travailleurs de cette industrie se sont butés à des portes closes. Ils avaient rejeté vendredi pour une 2e fois les offres de l'Association des manufacturiers des vêtements pour hommes, entre autres à cause des salaires qui sont inférieurs à 10 $ l'heure. Ça fait presque 1 an que la tempête de verglas a frappé le Québec, une partie de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Et Statistique Canada vient de dévoiler un bilan final et exhaustif du plus gros désastre naturel de l'histoire canadienne. On y apprend que plus de 2 600 000 Canadiens ont eu de la difficulté à se rendre au travail ou n'ont tout simplement pas pu s'y rendre. C'est un travailleur sur 5 dans tout le pays. Au Québec et en Ontario, 1 630 000 abonnés ont été privés de courant. La tempête a déversé 100 mm de pluie. C'est entre 3 et 4 fois plus que la plus grosse tempête du genre. Vous le savez, on va tous arriver en même temps en l'an 2000, mais certains risquent de se retrouver 100 ans en arrière le soir du réveillon. C'est ce qu'on appelle le bug de l'an 2000. Philippe Schnob nous montre comment les entreprises de services publics comptent déjà les millions et le temps qu'il leur reste pour corriger le problème. Au fait, c'est dans 383 jours. Au point de vue économique, au point de vue alimentation, au point de vue des systèmes de base de support à la vie, tout pourrait être atteint. On espère que non, mais il faut se préparer au pire. Le bug de l'an 2000, c'est la priorité des prochains mois pour tous les responsables des mesures d'urgence. Ce sera le maillon faible de la chaîne qui va lâcher et qui pourrait avoir des conséquences en effet domino sur tous les autres systèmes et qui pourrait avoir des effets catastrophiques. Dans tous les secteurs, on cherche les maillons faibles pour éviter le pire. À Montréal, l'usine de filtration de l'eau est vulnérable.
Si on ne fait rien, l'ordinateur qui contrôle le chlore va s'arrêter. À l'an 2000, il faudra le redémarrer si on n'a pas remplacé le système. On a des investissements prévus de l'ordre de 300 000 $ pour remplacer le système. L'usine devrait donc fonctionner normalement s'il y a de l'électricité. Ça, c'est la responsabilité d'Hydro-Québec, qui va dépenser 61 millions pour éviter les problèmes. On aurait pu avoir au niveau des centrales des arrêts de production ou des arrêts sur les lignes de transport. C'est un défi gigantesque. Il faut passer à travers tous les programmes informatiques et remplacer la date dans des millions de pages. Il faut aussi vérifier le fonctionnement des puces intégrées qui se trouvent à peu près n'importe où. Il y a un cas actuellement qui est un équipement qui enregistre des données météorologiques. Il y en a 200 quelques perdus dans le bois et on peut se rendre là uniquement par hélicoptère. Chez Bell, c'est encore plus gros. On va dépenser 350 millions. La facturation qui aurait été impactée certainement, au lieu d'avoir un appel qui aurait coûté peut-être un appel de 5 minutes qui aurait coûté 50 sous, ça aurait peut-être coûté 5 millions. On a beau dépenser des millions, sinon des milliards pour régler le problème, rien n'est garanti. Et tous les responsables du bug savent déjà qu'ils vont passer le réveillon de l'an 2000 au travail. Philippe Schnob, Radio-Canada, Montréal. Plus tard au point, les Jeux olympiques de 2002 ont-ils échappé à Québec parce que la ville n'a pas versé de pot de vin? Le nouveau Ford Windstar 1999. La seule mini-fourgonnette à avoir obtenu une cote de sécurité 5 étoiles, 5 années de suite. Il est-tu beau notre beau catalogue de Noël? Ouais, puis ils sont beaux les kits Internet sympathico. Il est-tu bien placé ce téléphone cellulaire-là? Hey, la page des sans-fils est pas pire. Et puis tout le beau lettrage tout autour des cellulaires, là. Oh, wow, le Vista 350, il est funky. Ah, ouais. Ah, ils ont mis la page des cellulaires à l'envers. Pas tout, tu gars, elle est bien droite. Ah ben oui, ça doit être la mienne. Ah, elle est belle. Merci. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Un autre samedi Visa. Ah. Ça va? Ça va? Vous voyez, on a déniché ça. Visa avec moi, toujours au bon moment. Visa, ça va. Qu'est-ce que t'as reçu, toi? Une pièce en argent? Qui t'a donné ça? Oh, regarde, c'est mon arrière-grand-père qui l'a donné à mon grand-père. Puis là, mon grand-père l'a donné à mon père. Puis là, mon père vient me la donner. Puis moi, je vais la donner à mes enfants. Hein, t'as des enfants, toi? Découvrez le plaisir d'offrir les plus belles histoires du monde, les pièces de la monnaie royale canadienne. Aussi en vente à Poste Canada, à la Baie et à la Banque Royale. Maintenant, à Toulouse, dans le sud de la France, 2 policiers ont été placés en garde à vue après la mort par balle d'un adolescent qui avait tenté hier d'échapper à une patrouille de police. Cet incident a déclenché une nuit d'émeute dans les quartiers sensibles de la banlieue toulousaine. Des groupes de jeunes ont incendié des automobiles et des autocars et blessé 6 policiers. Les affrontements se sont poursuivis aujourd'hui, mais le calme est revenu ce soir sur Toulouse. On croyait que les Québécois avaient le monopole de l'ambivalence politique, mais voici les Portoricains. Lors d'un référendum, ils ont coché la case « Aucune de ces réponses » parmi les 4 propositions qui leur avaient été soumises. Malgré la défaite de son projet, le gouverneur entend quand même faire de l'île le 51e État américain. Guy Gendron est sur place. Au lendemain du référendum, les Portoricains s'entendent pour dire que l'option de l'intégration aux États-Unis a été une fois de plus rejetée. La population a dit non. Elle a dit non pour des raisons diverses. Si nous nous intégrons aux États-Unis, nous serons obligés à parler anglais et vous payer des impôts. Des impôts. Pourtant, hier soir, le gouverneur de Porto Rico criait victoire en expliquant que la moitié des votes, ceux en faveur d'aucune de ces réponses, ne comptent pas et qu'en conséquence,
c'est l'annexion qui gagne. Non, non, non. Mais aujourd'hui, dans la rue, même les partisans de l'intégration aux États-Unis reconnaissent la défaite. Well, we have to accept it. Sauf que dans son château, le gouverneur persiste et signe. Il annonce qu'il se rendra dans les prochains jours à Washington pour annoncer que l'option préférée des Portoricains, c'est l'annexion. The most support is statehood. Mais avec un résultat aussi ambigu, malgré une campagne publicitaire massive où on évitait de montrer le drapeau américain, mais où on mettait en évidence l'échec venant de Washington, il sera difficile de convaincre le Congrès, où plusieurs groupes militent déjà contre l'annexion d'un État de langue espagnole. If you like what's happening in Canada with Quebec, you're going to love Puerto Rico's statehood. Ce sera pire que le Québec, selon lui. Même chez ceux qui favorisent l'annexion, comme le gouverneur du Vermont, on estime que les Portoricains ont en effet une ambivalence bien québécoise. So what happens in Quebec is not so different than what happens in Puerto Rico. Si le Québec sert souvent ici d'exemple, sans doute le plébiscite portoricain peut-il aussi nous apprendre quelque chose sur les risques d'une question à choix multiples. Il suffit pour cela d'imaginer un référendum demandant aux Québécois de choisir entre le statu quo, l'indépendance, la souveraineté-association et aucune de ces réponses. Guy Gendron, Radio-Canada, San Juan, Porto Rico. Les nouvelles des derniers jours nous ont fait connaître un peu plus les dessous de l'olympisme et surtout du Comité international olympique. Et ce sont des dessous qui ne sont pas tout à fait nets. Des allégations de vote acheté, de pots de vin. Des délégués auraient ainsi favorisé les candidatures de villes qui auraient distribué avec générosité les cadeaux. C'est le Canadien Dick Pound qui a été chargé de l'enquête. Mais dans les villes candidates à l'organisation des Jeux, comme Québec, qui avait perdu aux mains de Salt Lake City, on parle maintenant ouvertement des demandes qui avaient été faites par les délégués. C'est par cet homme que le scandale est arrivé. Marc Hodler est un membre influent, puissant et crédible du CIO. Il y siège depuis 35 ans. C'est dire qu'il a tout vu, tout entendu. Et voilà qu'il décide de parler et surtout de dénoncer tout le processus de sélection des villes hôtesses. No city has ever won the game without his help. Toutes les villes ont de l'aide, dit-il. Selon lui, il y a au CIO au moins un membre qui, avec 3 autres agents, offre aux villes candidates d'acheter des blocs de vote. La facture pour ce petit service peut grimper jusqu'à 5 millions. With something like $3 to $5 million. Et M. Hodler en rajoute. Rares sont les villes qui ne contreviennent pas aux règles du CIO. Les cadeaux ne doivent pas dépasser $100 américains. Or, Salt Lake City a offert des bourses d'études à 6 enfants de membres du CIO, pour un total de $394 000. Le président actuel de Salt Lake 2002 n'était pas au courant, il s'est excusé. And I apologize to the Olympic family and to the citizens of Utah. Le CIO a tout de suite réagi. Le vice-président, le Québécois Dick Pound, va enquêter. Il a admis que le CIO était au courant de l'existence de ses agents. We are aware that there are agents. Ça a toujours été des rumeurs de corridors d'hôtel que ça se passait comme ça. Je suis sûr que le CIO le savait. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas agi avant? Jean-Paul Lallier a piloté la candidature de Québec en 1995 contre Salt Lake City. On n'a pas vécu des choses semblables. D'abord, on s'est donné comme règle de ne pas faire ces choses-là si jamais ça venait. Et c'est comme l'obtention d'énormes contrats, les Jeux olympiques. Mais il y a eu des demandes. Tous les membres du CIO sont venus faire leur tour. Certains ont demandé des visas pour des membres de leur famille, d'autres des équipements sportifs ou des bourses d'études. Et Québec s'est aussi fait offrir d'acheter des votes. Il y a des gens qui étaient dans l'entourage du CIO qui nous ont dit à un moment ou à un autre qu'ils pourraient peut-être nous aider à aller chercher des votes. Et on a décliné gentiment leur proposition. Dick Pound, qui doit devenir le prochain président du CIO, ira-t-il au fond des choses? Certains prétendent que la corruption est ancrée tellement profondément dans le CIO qu'il sera impossible de tout déterrer et que cela risque d'entacher sérieusement la réputation de Juan Antonio Samaranch, qui avait promis que son pays, l'Espagne, aurait des Jeux sous son mandat. Eh bien, Barcelone a organisé les Jeux de 1992. Lucie Tremblay, Radio-Canada, Québec. Et puis, j'ai joint au téléphone un peu plus tôt aujourd'hui à Lausanne le directeur général du Comité international olympique, François Carrard. Pour ce que vous en savez, M. Carrard, et après tout, vous êtes au cœur de l'organisation. Oui. Est-ce qu'on peut acheter le CIO? Mais
ou certains de ses membres. Non, je ne le crois pas. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses discutables. Vous savez que les procédures de vote au sein du CIO se font à scrutin absolument secret. Donc celui qui voudrait acheter une voix ne peut pas avoir la preuve de, si je puis dire, de sa corruption. Mais je le répète, nous savons, nous avons toujours entendu dire qu'il pouvait se passer des choses discutables. Ce qui nous a toujours manqué, ce qui est très difficile, parce que ça a des ramifications dans le monde entier, ce qui est très difficile, c'est d'avoir une amorce de documentation qui nous permette de suivre. Or là, nous l'avons et nous sommes bien décidés à aller jusqu'au fond des choses. Comment expliquer qu'il faille attendre qu'un scandale soit très public pour qu'on sente que le CIO se saisisse de l'affaire? Alors soyons clairs, chaque fois qu'il y a eu des rumeurs, et je parle de rumeurs, il y en a eu beaucoup, vous le savez très bien, nous avons cherché à faire des investigations. Nous nous sommes toujours heurtés à des murs de silence et nous n'avons jamais pu recueillir des éléments qui nous permettent d'aller de l'avant. Est-ce que ça pourrait changer la façon dont se fait la sélection des villes hôtesses des Jeux olympiques? Alors là aussi, il est prématuré de le dire, mais il est certain que ce qui se passe induit une réflexion dans ce sens. Ce qu'il en ressortira, je ne peux pas préjuger. Encore une fois, on est au début d'un travail qui est d'enquête sur des cas spécifiques, mais comme vous le laissez entendre, un certain nombre de membres, et pas des moindres, pensent que pour l'avenir, une solution consisterait à envisager une sélection par un collège beaucoup plus restreint, toute chose encore à voir. Donc, il serait moins manipulable? Il serait moins susceptible d'être accessible, en tout cas, à des tentatives de manipulation. François Carrard, je vous remercie beaucoup. Je sais que pour vous, la journée a dû être très longue. Merci à vous. Au revoir. On va maintenant revenir, si vous le voulez, sur la nouvelle du jour, la fusion des banques, ou plutôt sur la fusion qui n'aura pas lieu. Que s'est-il passé entre les annonces faites en grande pompe par les banques il y a quelques mois et la décision d'aujourd'hui? Les banques ont-elles préjugé de ce que ferait Paul Martin? Ont-elles été arrogantes? À les voir se féliciter, on pouvait croire que c'était dans le sac. Ces deux-là se voyaient déjà fusionnés à la tête d'une nouvelle grande banque canadienne, la 10e plus importante en Amérique du Nord. Mais leur assurance avait déjà un petit quelque chose d'arrogant. Comment les autres banques vont-elles réagir? Demanda-t-on à Matthew Barrett. On prépare leur funérailles, avait-il répondu. Pendant ce temps, à Ottawa, Paul Martin rageait. Je l'ai su ce matin lorsqu'on m'a donné un rapport de presse, un communiqué de presse. Les banquiers avaient négligé de lui téléphoner. Pire encore, l'annonce de la fusion venait de court-circuiter la grande réforme des services financiers que Paul Martin avait lancée. Pourtant, dira-t-il, les banques s'étaient engagées à respecter le processus jusqu'à la fin. Peu de temps après, une autre annonce de fusion entre la CIBC et la Toronto Dominion. Dans les deux cas, même justification. Il faut être plus gros pour concurrencer les banques étrangères. C'est surtout les banques américaines qui font peur. L'avantage des Américains, c'est le volume. Un exemple, les cartes de crédit. Votre banque vous offre Visa ou Mastercard. Elle fait de l'argent dès que vous laissez un solde sur votre carte, puisque vous lui payez de l'intérêt. Prenez maintenant les 4 banques canadiennes qui veulent se fusionner. Total de des soldes impayés sur carte de crédit l'an dernier, 13 milliards. Voyez maintenant les grandes banques américaines. Citibank, solde de 91 milliards, 7 fois plus que les 4 canadiennes réunies. MBNA, 64 milliards, 5 fois plus. Le secret de MBNA, les envois postaux massifs et à répétition, dans lesquels la banque vous demande votre salaire annuel, le salaire de votre conjoint, votre numéro d'assurance sociale, votre hypothèque, bref, toute l'information dont la banque a besoin pour calculer son risque. Si vous avez le profil d'un bon client, MBNA vous émet une carte
avec une limite de crédit pouvant atteindre 50 000 $. Avec un montant comme celui-là, la banque compte bien que vous finirez par lui laisser un petit solde impayé. Vous aurez compris que ça prend des reins solides pour offrir de telles limites de crédit. Ça prend aussi des moyens techniques considérables. Les grandes banques américaines utilisent des super ordinateurs capables d'anticiper votre comportement financier. L'information que vous leur fournissez est analysée grâce à des modèles mathématiques développés à grands frais. Toute cette technologie coûte une fortune. Sans la fusion, disent les banques canadiennes, on ne pourra pas se la payer. Il faut être plus gros, avoir plus de clients pour justifier pareil investissement. C'est l'argument des économies d'échelle. On est tout petit, même toutes les banques canadiennes ici au pays. Le problème des banques, c'est qu'elles ont réalisé beaucoup trop tard qu'elles n'arrivaient pas à vous convaincre du bien fondé des fusions. Habituées au couloir feutré du pouvoir, les banques ont dû se résoudre à manifester dans la rue. Les messagers, leurs employés. Vous avez peur qu'elle ne se fasse pas, cette fusion-là? Un petit peu, oui. Pourquoi? Justement, à cause des pertes d'emploi, on pense que ça serait pire s'il n'y aurait pas de fusion. Est-ce que c'est votre patron qui vous a demandé d'assister aujourd'hui? Je suis convaincue. Vous, par contre, n'avez jamais vraiment été convaincu. Selon le rapport McKay sur l'avenir des services financiers au Canada, 70% des Canadiens pensaient que les fusions allaient entraîner de nombreuses pertes d'emplois. 66% pensaient aussi que plusieurs succursales allaient fermer. Bref, les banquiers ont perdu la bataille de l'opinion publique. En désespoir de cause, la Banque de Montréal et la Royale ont publié ce document. Elles s'engageaient à maintenir les succursales en régions éloignées, à augmenter leurs prêts aux petites entreprises et surtout à baisser de 10% les frais de service. Ça n'a pas été suffisant. Je crois qu'il y a eu le problème de leurs profits élevés qui font qu'effectivement que les gens ne croient pas que les fusions soient nécessaires pour que les banques soient rentables. Ces dernières semaines, le discours des banques avait changé. Message à Paul Martin, si vous dites non aux fusions, on va être obligé de fermer des succursales.